Souvent, je vous emmène dans des pays situés à des milliers de kilomètres du nôtre pour découvrir les histoires les plus horribles. Parfois inutile d'aller aussi loin. Des affaires aussi sordides existent aussi en France. Et aujourd'hui plus précisément à Paris, où une femme algérienne a été tuée et démembrée. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. On se retrouve pour une double affaire et je pense que vous n'êtes pas prêts. Restez bien jusqu'à la fin pour la deuxième, car elle est tout aussi terrifiante que la première. Mais juste avant de commencer, j'ai un petit truc à vous proposer. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je vous propose une genre de FAQ Express. Ouais, je suis plutôt de ceux qui innovent. C'est une bonne idée, vous allez voir. Déjà, première étape, rendez-vous sur mon Instagram Mogotasama, c'est là-bas que tout va se passer. Tu m'envoies un message privé, tu m'envoies la question que tu veux, ce que tu veux savoir, petit curieux, et moi, à la fin de cette vidéo, je vais répondre à un maximum de personnes. Donc si t'es curieux depuis très longtemps et que t'as un truc à me demander, c'est maintenant que ça se passe. Donc vas-y, sans plus attendre là, tu m'envoies ton petit message en vocal ou par écrit, y a pas de souci, j'écouterai tout et je regarderai tout juste après la vidéo. Et aussi faites pas attention, il se peut que dans les prochaines vidéos, vous allez me voir un peu blessé au visage, etc. C'est ma vie, c'est les sports de combat, ma deuxième passion, donc faut pas faire attention. Un jour je vais venir avec mon visage tout balafré là, je vais perdre la moitié de ma communauté. Non, plus sérieusement, si vous voyez des petites blessures, ne vous en faites pas, c'est que c'est lié au sport de combat que je pratique tout au long de la semaine. Bref, sans plus attendre, on arrête de se dissiper, hein, bande de fourbes, et je vous propose de commencer avec notre première histoire. Installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Nous débutons notre première affaire en France, plus précisément en banlieue parisienne, en début d'année 2023. Je vais vous parler de notre protagoniste, Assia Matoug. C'est une femme de 46 ans, d'origine algérienne. Assia travaille, mais je n'ai pas de précision sur sa profession. Elle est mariée depuis 19 ans à Lakhdar Matoug. Il est âgé de 50 ans, mais elle semble le connaître depuis 20 ans déjà. Petite précision ici, au sujet du mari d'Assia. Les articles de presse le nomment parfois Youssef. Et je vous avoue que ça a été assez compliqué pour moi. Ouais, ça a été un peu compliqué de savoir quel était le véritable prénom. Ici, tout le long de l'histoire, on va rester sur le prénom de Lakhdar, histoire de pas se perdre. Bref, reprenons notre récit. Le couple a 3 enfants, âgés de 8 ans, 14 ans et 17 ans. La famille Matoug vit à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. La vie là-bas est loin d'être simple pour la famille Matoug. L'appartement dans lequel elle réside n'est pas très propre. Et il est un peu petit pour les 5 membres de la famille. Il n'y a pas assez de chambres et de lits pour tout le monde. D'ailleurs, est-ce que vous avez connu les lits superposés? J'en ai pas des bons souvenirs. Hein. Dormir en haut et tomber là en pleine nuit, ça fait mal. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs tout ça. Enfin bref, les Matoug vivent dans la promiscuité tant bien que mal. La vie de famille suit son cours, jusqu'à qu'Assia Matoug disparaisse soudainement. Lakhdar, fou d'inquiétude, dépose une main courante le 6 février au commissariat au sujet de la disparition de sa femme. Assia est partie de leur domicile de Montreuil dans la nuit du 30 au 31 janvier et depuis, il n'y a plus de nouvelles d'elle. Lakhdar s'exprime sur son compte Facebook au sujet de la disparition de sa femme. Il va dire que ça fait 6 jours qu'il n'a pas dormi. C'est ce qu'il va écrire le jour même où il a fait part de la disparition d'Assia au commissariat. Le mari semble désemparé, il a déjà entamé des recherches de son côté. Un de ses enfants poste un avis de recherche sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de retracer le parcours de sa mère. Ses proches sont inquiets au fur et à mesure que les jours avancent. La mère de famille est partie avec sa pièce d'identité, mais d'autres éléments essentiels sont restés chez elle, comme sa carte bancaire ou son passeport. Malgré les messages et les appels, son portable dirige directement ses potentiels interlocuteurs vers sa boîte vocale. À partir de maintenant, on rentre dans la partie qui pourrait choquer nombreux d'entre vous. Donc s'il vous plaît, faites attention à la suite des événements. Le 13 février, des employés municipaux du parc des Buttes-Chaumont, situé dans le 19e arrondissement de Paris, découvrent des sacs d'ordures en début d'après-midi. Les sacs contiennent des membres humains. La scène est effroyable. La police est rapidement contactée suite à ces macabres trouvailles. Des recherches plus approfondies dès le lendemain permettent de découvrir d'autres restes humains à proximité des voies ferrées, toujours dans le même parc.
La victime est identifiée officiellement le lendemain grâce aux empreintes digitales. Il s'agit d'Assia Matoug, qui a été signalée une semaine auparavant par son mari. La cause de la mort est rapidement établie par un médecin légiste. Assia a été étranglée à mort. Malgré tous les efforts des policiers sur place, le corps complet d'Assia n'est pas retrouvé. Donc il y avait des morceaux manquants, c'est dire à quel point c'était glauque. Le parquet de la ville de Paris ouvre une information judiciaire pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre. L'enquête pour disparition se transforme en enquête pour meurtre et est confiée à un juge d'instruction. Lakhdar Matoug est convoqué le 14 février par des agents de police. Ils vont lui dire que des restes humains qu'ils ont retrouvés dans un parc étaient ceux de sa femme. Le domicile familial fait alors l'objet d'une perquisition. Des appareils électroniques, portables et ordinateurs sont récupérés dans le but d'être analysés. D'infimes traces de sang sont décelées dans la salle de bain et dans la cuisine, sans que cela n'alerte particulièrement les enquêteurs. C'étaient des traces relatives à des blessures mineures qu'on peut se faire au quotidien, donc c'était pas très intéressant. Et comme toujours, les investigations de la police débutent toujours dans le cercle proche de la personne concernée. Les enquêteurs s'intéressent à son mari, ainsi qu'aux témoignages qu'il a pu faire lors de sa visite au commissariat. Assia, quant à elle, n'a pas donné de signe de vie depuis le 30 ou le 31 janvier et elle n'est reportée disparue qu'une semaine après. Pourtant, Assia n'a pas pour habitude de disparaître plusieurs jours. C'était pas du tout normal, c'était quelqu'un assez proche de sa famille et elle n'avait aucune raison de partir comme ça. Les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble prouvent que Assia Matoug n'a en aucun cas quitté les lieux ce soir-là. Et on n'a pas plus de traces d'elle dans les jours qui suivent. L'enquête de police se poursuit en parallèle de la découverte des restes d'Assia. Lakhdar Matoug a acheté un nouveau téléphone portable le 30 janvier, ce qui coïncide avec la date de disparition d'Assia. Lui qui assurait également s'être rendu dans certains lieux de la capitale dans le but de trouver Assia, a en réalité menti aux enquêteurs. Le bornage de son téléphone ne correspond pas à ses déclarations. Il était en train de mentir. Le frère et la sœur d'Assia sont auditionnés afin d'obtenir des renseignements sur la disparue. Ceux-ci ne croient pas vraiment les dires de leur beau-frère. La sœur d'Assia révèle qu'elle a eu une conversation téléphonique avec la mère de famille le 28 janvier. Celle-ci lui avait révélé avoir peur pour sa vie. C'était donc 2 jours avant la date de sa disparition. L'homme devient immédiatement le principal suspect dans l'affaire. Lakhdar Matoug est mis en examen pour meurtre sur conjoint le 25 février. Il avoue être responsable du meurtre au bout de sa 3e audition au commissariat. L'homme raconte tous les détails de sa vie aux enquêteurs. Le couple vit dans un appartement de 4 pièces, un F4. Mais ils sont dans une situation précaire. Lakhdar dort dans un lit avec ses jeunes enfants. Assia préfère dormir dans le canapé de la maison, tandis que le fils aîné dispose de sa propre chambre. L'appartement est insalubre. La famille Matoug côtoie les insectes de toutes sortes qui pourrissent le quotidien. Et la situation financière du couple est au plus bas. Lakhdar est en arrêt maladie depuis l'été 2022 et Assia, qui semble-t-il, est en contrat intérim ou CDD, voit son contrat de travail terminé. Donc là on voit que la vie n'était pas facile du tout dans leur famille. Et malheureusement, un jour, tout va finir par éclater. Les tensions naissent dans le foyer et il y a de plus en plus de problèmes. Et voici une phrase que Lakhdar va révéler. Depuis des années, tout tombe sur moi. C'est moi qui m'occupe des enfants, qui paye, qui fait tout. Elle s'en fichait de tout. Bah Lakhdar, si tu fais des enfants, tu les assumes, bordel, c'est tes enfants. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, sérieux. Concernant le jour des faits, Lakhdar s'exprime. Depuis quelque temps déjà, il soupçonne sa femme de lui cacher certaines choses. Il a repéré des liasses de billets en sa possession, des billets de 50 à 100 euros d'après lui. L'homme s'approche de sa femme et lui demande de l'aide. Il veut qu'elle lui prête un peu d'argent car son salaire a été baissé suite au prolongement de son arrêt maladie. Assia lui aurait assuré ne pas avoir d'argent. Mais son mari lui reproche des achats incessants qu'elle cache dans la maison. Lakhdar exprime son intention de partir, de quitter le foyer et de la laisser seule dans cette situation. Il a voulu s'emparer du sac à main d'Assia, mais cette dernière ne l'a pas laissé faire. Assia s'est jetée sur son mari, lui criant qu'elle ne donnerait rien, que c'était son argent à elle, et seulement à elle. Lakhdar rattrape sa femme et parvient à esquiver un coup de poing. Il place son bras autour de son cou, et comme elle continue d'agir, il serre de plus en plus fort son étreinte. Il a serré le plus fort possible afin qu'elle ne crie pas. L'homme assure avoir paniqué concernant la situation, et il est resté de longues minutes comme ça, jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Suite à la mort de sa femme, Lakhdar Matoug songe à mettre fin à ses jours. Mais c'est pas du tout ce qu'il va faire. Le soir même du crime, il envoie ses enfants dîner dans une pizzeria, qui n'est pas très loin de l'appartement.
Seul, il peut réfléchir à la suite des événements, qui, comme vous le savez, va être horrible. Il fait ainsi croire à ses enfants pendant 2 jours que leur mère est malade et qu'on doit la laisser tranquille. L'homme a disposé le corps de sa femme sur le canapé sur lequel elle avait l'habitude de dormir pour que son histoire soit cohérente. Au terme de ces 2 jours en cohabitation avec le corps, Lakhdar estime qu'il est temps de s'en débarrasser. Il doit démembrer le corps afin de passer inaperçu en sortant de l'appartement avec. Et l'homme va se munir de plusieurs éléments. Des bâches, des sacs poubelles, une meuleuse et des gants. Lakhdar boit de l'alcool et débute sa terrible tâche qui lui prendra entre 1 et 2 heures. Le corps d'Asia est divisé en 7 morceaux que son mari peut aisément transporter dans 3 sacs poubelles. L'homme fait 3 allers-retours entre son domicile et le parc des Buttes-Chaumont entre le jour même et le lendemain. Lakhdar procède de la même manière. Il dispose un sac poubelle dans un caddie, il prend le bus et va à sa destination. Il disperse sur place les restes d'Asia, ainsi que sur les anciennes voies de chemin de fer avant de rentrer chez lui. Lakhdar prend son portable et envoie des messages sur le téléphone d'Asia, lui demandant où elle est et pourquoi son téléphone est éteint. Je fais une petite pause ici parce que l'histoire est complètement dingue. Dire que tout ça s'est déroulé à Paris, c'est tout simplement choquant. Et le pire, c'est que c'est hyper récent. Ça se trouve, tu prenais ton métro pour aller au taf, et là, t'as ce malade de Lakhdar avec son caddie qui disperse des corps humains dans tout Paris. What? C'est dire à quel point cette histoire est dingue et monstrueuse. Et en plus de ça, le corps d'Asia est resté dans le foyer Matoug à proximité des enfants pendant 2 jours. L'annonce de sa mort a dû être terrible pour eux. J'imagine même pas leur tête quand ils ont appris toute cette histoire. Enfin bon, continuons parce que c'est du n'importe quoi. Apparemment, Lakhdar est dévasté par son acte. Permettez-moi d'en douter. Tu l'as quand même démembré, donc c'est un peu trop facile d'être dévasté par ton acte. Enfin, je sais pas, ça me surprendra toujours les gens qui pleurent après avoir fait des choses aussi terribles. C'est un peu trop facile, mais dites-moi ce que vous en pensez. Lakhdar assure ne jamais avoir eu l'intention de tuer Asia. Il dit que ce n'était pas une action préméditée. Selon lui, aucun acte violent n'a eu lieu au sein du foyer. Il a agi sous le coup de la colère et il souhaite que ses enfants lui pardonnent. Le meurtrier conduit les enquêteurs vers le lieu où il a déposé le tronc d'Asia. C'est le dernier reste à avoir été abandonné. Le sac a été déposé dans un amas de broussailles, un peu dissimulé contrairement aux autres sacs, ayant servi au transport du corps d'Asia. L'avocate de l'accusé fait part de la mise en examen de Lakhdar Matoug auprès de la presse. Le jour même, il est reçu par le juge des détentions et des libertés en vue d'un placement en détention provisoire. Il est incarcéré en fin d'après-midi. La qualification pour assassinat a été abandonnée. On estime que le geste de Lakhdar Matoug n'a pas été calculé à l'avance. L'avocate du suspect exprime la pensée de son client. L'homme assure être toujours profondément amoureux d'Asia. Alors pourquoi tu l'as tué, bordel? Pour moi ici, j'ai juste l'impression que c'est un menteur qui essaie d'avoir une peine réduite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, j'attends vos hypothèses avec impatience et vos avis sur toute cette affaire. Bref, il assure être toujours amoureux de sa femme. Et si les restes d'Asia ont été placés dans ce grand parc, c'était apparemment dans l'espoir d'être retrouvés. Lakhdar aurait choisi ce lieu particulier, très fréquenté, car il savait que le reste de sa femme finirait par être découvert. Le père de famille ne s'est pas débarrassé des restes de son épouse à proximité du domicile familial, mais dans un lieu suffisamment éloigné pour qu'il soit obligé de prendre le bus. L'homme a agi de manière assez mécanique, sous le coup de la sidération. Il n'était pas en capacité d'avouer ce qu'il a fait face à ses enfants et d'assumer sa responsabilité dans la mort de sa femme. À ce jour, comme l'affaire est récente, il n'y a aucune date de procès. Je suppose que tout ça prendra énormément de temps. En tout cas, l'avenir nous le dira. Maintenant, avant de passer à notre conclusion, on passe directement à notre deuxième affaire. Et autant vous dire qu'elle est tout aussi choquante. Nous allons nous diriger dans l'est de la France pour notre seconde affaire, qui a eu lieu en 2022. Elle est partagée entre le Luxembourg et Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, dans la région Grand Est. Je vous invite déjà à vous accrocher, car certains éléments sont un peu compliqués à saisir. Moi-même, je me suis perdu au cours de mes recherches, donc je vais tâcher d'être le plus clair possible. Comme d'habitude, on va se plonger dans l'univers de la principale intéressée de notre affaire. Diana Santos est une femme de 40 ans, née à Porto, au Portugal. Elle est l'heureuse maman d'un jeune homme âgé de 22 ans. Elle a exercé la profession d'aide cuisinière et c'est une serveuse dans un restaurant au Luxembourg. C'est au sein du Grand-Duché luxembourgeois, à Diekirch, qu'elle vit depuis plusieurs années. Elle sort depuis quelque temps avec un homme nommé Juaro, mais la relation du couple est toxique.
L'homme se retrouve pendant 10 mois en prison suite à des violences commises envers Diana. 10 mois, c'est dire à quel point il devait être bien violent. Mais ce qui est fou, c'est que malgré cette situation, ils sont toujours ensemble. Diana est une personne joviale, solaire. Les personnes qui la connaissent et la côtoient apprécient sa compagnie. Elle se rend souvent à des fêtes et également à des soirées karaoké où elle chante. C'était en gros une bonne vivante qui voulait croquer la vie à pleines dents. Enfin bref, à partir d'ici, on va rentrer dans une partie un peu graphique. Je préfère prévenir les personnes les plus sensibles parce que tout comme la première affaire, ça va être hard. Ce qui va suivre est choquant, donc attention à vous. Le 19 septembre 2022, un adolescent se trouve dans un coin laissé à l'abandon. Un bâtiment désaffecté à Mont-Saint-Martin en France, à la frontière avec le Luxembourg. Le garçon s'éloigne un peu du chemin dans le but de se soulager. Il regarde un peu partout et c'est là qu'il tombe sur quelque chose d'horrible. Il tombe sur un torse démembré de femme sur un tas de détritus. Le jeune garçon alerte rapidement les autorités de la macabre découverte. Le corps de la malheureuse victime a été séparé en plusieurs morceaux. Les enquêteurs ne parviennent pas à retrouver sur place la tête. Les bras et la moitié des pieds sont manquants. L'identification du corps intervient grâce à l'aide de 2 tatouages. Une analyse ADN permettra de confirmer tout ça. C'est bien une partie du corps de Diana Santos qu'on vient de retrouver. Ce n'est qu'un mois plus tard, le 1er novembre 2022, que les autres parties du corps de la victime sont retrouvées. Les membres humains se trouvaient à Temel, à la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne, à 70 km de Mont-Saint-Martin. De nouvelles analyses permettent de déterminer qu'il s'agit bien de la même victime. Le corps ne porte aucune trace d'arme blanche. La victime n'a subi aucun coup et elle n'est pas non plus morte par balle. Et elle n'a pas non plus subi de violence sexuelle. La mort est intervenue par asphyxie, soit suite à un étranglement, soit à l'aide d'un tissu bloquant ses voies respiratoires. La femme est morte dans les 24 heures précédant la découverte de ses restes, soit le 18 septembre. Le démembrement a eu lieu dans un autre endroit. Le parquet de Nancy, au départ en charge de l'affaire, se dessaisit du dossier. Le parquet de Diekirch prend l'affaire en main, même si le lieu de découverte du corps se trouve en France. Le domicile de Diana Santos est perquisitionné, sans que l'on trouve quoi que ce soit de concret. La boîte aux lettres du domicile renseigne un autre nom en plus de celui de la victime, Gibran Banakeya. Les autorités souhaitent obtenir son témoignage. Il est nécessaire pour l'enquête, mais il est introuvable. Les proches de Diana sont sous le choc face à la nouvelle. Son père raconte la dernière fois où il a eu l'occasion de voir sa fille. Diana se trouvait en vacances auprès de sa famille, à Gaïa, au Portugal. Elle chantait lors d'un karaoké et elle était heureuse. Il garde d'elle le souvenir d'une femme rayonnante, joyeuse, avec une voix magnifique. L'ex-compagnon de Diana Santos, Juaro, se manifeste et fait des déclarations à la presse concernant l'affaire. Son témoignage est surprenant. Alors qu'il était en prison, Diana se serait confiée à lui au sujet d'une affaire. Quand j'étais en prison, elle m'a dit qu'elle allait se marier. Elle m'a dit que Saïd avait un neveu à Paris, qui venait au Luxembourg, et qu'il avait besoin de documents pour la résidence. Ils lui ont fait une proposition de 30 000 € et elle a accepté. Diana s'est mariée quelques semaines après contre l'avis de son conjoint. La somme qu'on lui avait renseignée était de plusieurs milliers d'euros, entre 30 000 et 45 000 €. L'homme d'origine marocaine, Gibran Banakeya, espérait obtenir des papiers de séjour à l'aide de ce mariage blanc. Il aurait ainsi pu obtenir la nationalité portugaise de Diana et donc bénéficier de l'autorisation de circuler en Union européenne. Le faux couple loue une maison à partir du mois de juillet 2022 à Diekirch. Le mariage intervient le 14 juillet 2022 à Ettelbruck, 2 mois avant qu'on apprenne sa mort. La boîte aux lettres de la maison comportait le nom des 2 époux, mais il était révélé que c'était Saïd qui résidait à ce domicile avec Diana, et non son neveu. Le stratagème ne s'est pas déroulé comme convenu au départ pour la victime. Au lieu de la somme d'argent qu'elle aurait dû recevoir au début pour le mariage, elle a reçu seulement 20 000 €. Juaro a connaissance de tous ces éléments, car il entretenait toujours une relation avec Diana Santos. Il nie cependant avoir participé à ce plan marital. L'homme soupçonne fortement l'oncle de Gibran d'être à l'origine de ce meurtre. Pour Juaro, c'était lui qui avait tué Diana. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Et il n'est apparemment pas le seul proche de Diana à avoir su qu'elle s'était mariée dans le but d'obtenir de l'argent. Diana n'avait à aucun moment indiqué qu'elle souhaitait se séparer de Juaro. Elle souhaitait d'ailleurs poursuivre leur relation normalement après que Gibran ait obtenu la nationalité portugaise. Bon, ici, j'ai même pas besoin de vous dire que le mariage blanc, c'est totalement interdit par la loi. Normalement, tu te maries pour vivre avec la personne et parce que tu l'aimes, c'est logique. Pas pour faire un business et gagner de l'argent, c'est absurde. Enfin bref.
En tout cas, c'est ce qu'espérait Gibran Banakeya en se mariant avec Diana Santos. Si le marché semblait avantageux pour Diana avec une certaine somme d'argent à la clé, il s'est révélé être un piège. Par mes mots, je ne cautionne absolument pas ce qui est arrivé à Diana, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'elle connaissait certainement une partie des risques en se lançant dans ce plan. Concernant Juaro, il est mis au fait l'ayant conduit en prison en 2022. Il reconnaît être un individu violent, mais qu'il a frappé sa compagne de l'époque suite à des provocations de sa part. Déjà, il n'y a aucune raison qui te donne le droit de frapper ta femme. Mais quel idiot! Bref, malgré que c'était un homme violent, il n'a rien à voir avec le sort funeste subi par Diana. Ici, nous avons peu d'informations sur Gibran Banakeya. Le média portugais Contracto a révélé que l'homme s'était inscrit dans une université à Metz. Il s'était inscrit pour l'année 2021-2022 dans le but d'obtenir un doctorat, chose qu'il n'obtiendra pas et il ne sera pas non plus repêché l'année suivante. Ici, on peut se poser la question qui suit. Est-ce que Gibran Banakeya n'a pas été bloqué dans son cursus à cause de ses papiers, ce qui l'aurait conduit à demander de l'aide à son oncle Saïd? C'est ce qu'on pourrait se demander ici. Un mandat d'arrêt est émis à l'intention du mari de Diana Santos par le parquet de Diekirch. La déclaration de Juaro est intéressante car elle laisse entendre que Diana Santos et Saïd Banakeya se connaissaient d'avance. Et ici, pour ne pas me perdre, Saïd Banakeya, c'est l'oncle de Gibran. Pour en revenir, cette proposition de mariage blanc a dû intervenir après quelques temps, suffisamment pour que Diana soit en confiance avec Saïd Banakeya. L'homme semblait cependant ressentir bien plus que de l'amitié envers la victime. La phrase renseignée par Juaro dans la presse est quand même lourde de sens. Diana Santos était plus une possession qu'une personne en fin de compte dans ce processus. Les enquêteurs ont désormais plusieurs suspects dans le viseur, Saïd et Gibran Banakeya. L'oncle de Gibran, âgé de 48 ans, a d'ailleurs posté un message sur son compte Facebook le 18 septembre. D'après ses mots, il est devenu riche et il est désormais célibataire. Petite pause parce que ça devient compliqué cette histoire. Est-ce qu'une relation amoureuse existait entre Diana Santos et Saïd? Juaro était encore dans la vie de Diana pourtant, même s'ils ne vivaient pas ensemble. L'homme savait tout du mariage blanc, même s'il désapprouvait. Mais de là à laisser Diana dans les bras d'un autre homme, c'était un peu beaucoup. Saïd Banakeya est retrouvé et interpellé suite aux investigations le 6 octobre 2022. Il est placé en détention dès le lendemain. Le mari présumé de Diana, Gibran Banakeya, est toujours introuvable. L'homme s'est probablement enfui au Maroc suite à la mort de Diana. Une reconstitution intervient au domicile de la victime, le 6 juillet 2023. Sur les lieux, il y a le juge d'instruction du tribunal de Diekirch ainsi que le procureur de la ville. Il y a aussi Saïd Banakeya et son avocat. La maison louée au nom de Diana et Gibran est envisagée comme le lieu du crime et du démembrement. Avec ce que l'on sait de l'affaire, on peut ici formuler une hypothèse. Écoutez attentivement ce que je pense et dites-moi si vous êtes d'accord. Diana n'avait pas reçu la somme d'argent qu'on lui avait promis avant le mariage. La quarantenaire a dû confronter son mari concernant cette situation. Gibran a donc demandé de l'aide à son oncle Saïd Banakeya. Une dispute aurait sûrement éclaté entre les trois parties et aurait conduit au drame, sans que l'on sache qui est réellement le meurtrier. Je pense que le but premier de la manœuvre était peut-être d'intimider Diana, afin qu'elle ne réclame plus l'argent manquant. La situation a dégénéré, et Gibran et Saïd n'ont trouvé d'autre alternative que de démembrer le corps pour s'en débarrasser plus facilement. Et je précise à nouveau qu'il s'agit d'une hypothèse de ma part. J'imagine que la police a dû l'envisager aussi. En tout cas pour le moment, on n'a aucune confirmation de Saïd Banakeya. Il est toujours en détention à l'heure actuelle. Un an après les faits, l'affaire est toujours en cours. Le 15 septembre 2023, le parquet de Diekirch s'exprime dans la presse par le biais d'un communiqué à ce sujet. Selon les dires du document officiel, l'instruction est loin d'être clôturée. Des expertises sont encore en cours et des demandes d'entraide judiciaire doivent avoir lieu encore entre la France, le Maroc, la Belgique et l'Allemagne. Saïd Banakeya est aujourd'hui en détention préventive. Il se trouve au centre pénitentiaire de Schrassig, au Luxembourg. Son neveu Gibran Banakeya est activement recherché. Les autorités supposent que le suspect a trouvé refuge au Maroc. Et concernant le corps de Diana Santos, il est toujours conservé par le parquet de Diekirch. Les proches de Diana n'ont toujours pas pu lui offrir les funérailles qu'elle mérite. Ainsi se terminent ces deux affaires. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais les histoires d'aujourd'hui sont juste terribles. Je trouve que ça fait peur quand même. T'as des gens du quotidien qui sont capables de faire de telles atrocités.
Je vous jure, à chaque fois, je trouve ça toujours aussi choquant. Déjà, être capable de tuer, c'est de la pure folie, mais de là à démembrer un corps humain, là on dépasse l'entendement. Et ici, je peux que me mettre à la place des proches et des victimes, et compatir face à la douleur. La disparition d'un proche, c'est une chose, mais apprendre que le corps a été démembré en est une autre. Ce n'est pas un acte anodin. Tout le monde n'est pas capable de tuer, et encore moins de découper un corps. Et j'ose espérer que la plupart des personnes qui m'écoutent et me regardent n'aient jamais envisagé de tuer et de démembrer sa victime. Et il y a plutôt intérêt, bande de fourbes, parce que Mogo Junior est pas très loin, il est juste à côté. Et je voudrais pas le sortir pour m'occuper de vous. Je suis vraiment dingo, putain. Non, plus sérieusement, on est sur un sujet hyper sérieux, donc reste en focus. Ici, je me dis que certaines personnes sont prêtes à tout pour faire taire une autre. Et ce, peu importe les moyens, ils iront jusqu'au bout. Les contextes des deux affaires sont différents, mais en même temps, il y a le thème de l'argent qui revient. La famille Matoug était dans une situation financière critique, tandis que Diana Santos et son meurtrier avaient convenu d'une somme d'argent pour un mariage arrangé. Les actes meurtriers n'étaient pas forcément prémédités, mais l'issue reste la même, une femme est morte. Si j'ai des nouvelles concernant ces deux affaires, je vous ferai des updates, et notamment sur mon Instagram Mogota-sama. Donc n'hésitez pas, venez me suivre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, vous êtes toujours aussi nombreux et toujours aussi bienveillants dans les commentaires et très gentils, donc ça me fait chaud au cœur. Merci et encore merci, je vous le dirai jamais assez. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.